Bonsoir, monsieur Georges Collet. Bonsoir. Félicitations pour cette conférence. On découvre pas mal de choses, puisque vous attaquez par expliquer, c'est vaste, hein, le thème, hein, le tarot, le référentiel de naissance, mais sous l'angle familial. C'est cela. C'était le défi. Et la famille, c'est une étape dans la construction de la société. C'est un moment donné où on est réunis en famille. On n'a pas toujours été réunis en famille. Il y avait la horde. Et puis il y a eu la tribu. Et la différence entre la horde et la tribu est très intéressante. Parce que entre la horde et la tribu, il y a ce qu'on appelle la filia. Le référentiel de naissance, est-ce qu'on peut rapidement... vous êtes donc le créateur, hein, de cette méthode. Je disais hors caméra tout à l'heure ensemble, je vous disais quand même le fait que je suis impressionné, puisque c'est une révolution. On a connu certaines révolutions comme ça dans l'histoire, notamment la création de l'astrologie, qui a été une séparation avec les astronomes. L'astronomie et l'astrologie sont séparés dans l'histoire à un certain moment, mais ça a marqué, justement. Et aujourd'hui, vous avez, il y a 30 ans à peu près de cela, créé la méthode du référentiel de naissance. Comment est venue cette idée et pourquoi vous l'avez créée? Vous savez, le référentiel de naissance, c'est plus un processus créatif. Et je dis souvent que ce n'est pas une science, mais plutôt un art. Et c'est toujours très difficile de répondre à la question comment et pourquoi sur quelque chose qui est de l'ordre artistique. Comment vous avez écrit cette musique? Comment vous avez fait ce tableau? Pourquoi vous avez écrit cette musique? Pourquoi vous avez fait ce tableau? Ce sont des questions qui sont très difficiles. Alors, on peut essayer quand même d'y répondre un petit peu. Comment? Il y a plusieurs sources. Hein, il y a les sources d'inspiration philosophique sur la science des nombres, notamment la pensée pythagoricienne, qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai essayé de réactualiser un peu avec les neurosciences, puisque quand Pythagore dit « tout est nombre », ça fait sens, hein, c'est-à-dire que quand il dit « tout est nombre », il dit que toute chose dans l'univers peut être ramenée à une vibration. Ce que l'on sait depuis Einstein, depuis Niels Bohr. Donc il y a une inspiration de la science des nombres, de l'amour du tarot, et puis une question que je me suis souvent posée, à quoi ça sert, le tarot? Et je n'ai toujours pas eu de réponse à cette question. Mais en tout cas, il y a dans une certaine manière de lire le tarot la possibilité de donner du sens aux événements que l'on rencontre, aux événements que l'on traverse. Et je reste persuadé que quand on donne du sens à ce que l'on vit, eh bien, c'est un bon chemin vers l'auto-guérison. Nous avons là ce qu'on appelle des maisons, un peu comme en astrologie. Une maison, c'est-à-dire une zone d'expérimentation du symbole. 14 maisons qui vont donner, par exemple, quelle est votre mission? Quel est le terrain dans lequel vous pouvez le mieux vous développer? Un terrain ermite, un terrain pape, un terrain étoile, voyez? On va vous parler aussi de vos ressources, quelles sont vos qualités, vos dons, les utilisez-vous? De vos défis, de vos parts d'ombre, en êtes-vous conscient? Ou projetez-vous sur les autres ce que vous ne voulez pas voir en vous? Une partie que l'on appelle aussi le passage obligé, qui sont les choses qui reviennent dans l'existence quotidiennement. Une autre partie dans le référentiel va vous parler de vos expériences et de vos échecs, et du lien entre les deux. Car après tout, qu'est-ce qu'un échec, si ce n'est une expérience qui n'a pas été validée? Donc, on a comme ça toute une série de polarités, hein, par rapport aux arcanes, par rapport aux maisons. Et il y a aussi deux choses très importantes et qui nous relient là parfaitement bien à la notion de famille, c'est l'héritage et le testament. En tout cas, ça ne va pas guérir forcément nos souffrances, mais ça va leur donner moins d'impact peut-être. Hein. Déjà, si je sais pourquoi je souffre, je souffrirai déjà certainement moins. Donc l'idée, c'était, à travers la découverte du tarot et de voir que dans le tarot, on pouvait donner du sens
aux événements que l'on traverse, que l'on vit, et notamment de donner du sens à nos souffrances, d'essayer d'imaginer comment on peut mettre ça à la portée du plus grand nombre, avec ce support du tarot qui permet le dialogue, puisqu'on est sur des images symboliques que tout le monde peut ressentir, que tout le monde peut décrire, et chacun l'exprimer à sa façon. Donc, trouver une manière de représenter les images du tarot dans une expérience singulière en fonction d'une existence singulière. D'où la date de naissance. Qui est unique à ce moment-là, avec le qui est nom. unique à ce moment-là, même s'il y a des millions de personnes qui sont nées la même date de naissance, mais qui n'auront pas le même vécu par rapport à ce qui va leur être proposé comme symbole tarologique. Dans la maison de l'héritage, l'amoureux. C'est un cas. Je connais ce cas, on en connaît plusieurs. Le père. Regarde tout ce que je t'ai transmis avec l'empereur. Je t'ai transmis la matière, je t'ai transmis une belle maison, beaucoup d'argent, je t'ai appris à réfléchir, parce que l'empereur, c'est l'arcane du rationnel dans le tarot. C'est carré, c'est structuré, c'est bon. Et le gamin qui répond « Oui, mais papa, moi, ce que je voulais, c'est juste que tu m'aimes, juste de l'affectif. » Donc on a là tout de suite un échange intéressant, si on est prêt à l'assumer, cet échange, entre ce que je peux t'apporter et ce que tu penses avoir reçu ou n'avoir pas reçu. Donc, travail, vous voyez, ça c'est une porte d'entrée dans le référentiel pour travailler sur la famille, parce qu'on est sur des générations. Autre exemple, 2 fois le même arcane, ça arrive. Le père transmet l'empereur, l'enfant, dans la maison de son héritage, récupère l'empereur. On pourrait se dire, tout va bien, peut-être. Tout ce que je t'ai transmis, tu l'as récupéré. Oui, mais attention, chaque arcane de tarot peut avoir jusqu'à 650 sens différents. Donc, il faut affiner, il faut écouter parler les gens, il faut voir un petit peu leur vécu, leur représentation. Donc c'était un peu le comment et puis le pourquoi. Dans le pourquoi, il y avait quand même cette vocation que j'avais d'offrir un outil qui permettait aux personnes de devenir autonomes, c'est-à-dire de devenir non pas leur propre voyant, mais d'être visionnaire de sa propre vie à travers l'expérience du tarot. Enfin, quelque chose comme ça en tout cas. Donc c'est un outil que vous avez su mettre à la portée de tous pour vulgariser et avoir un moyen... Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est un peu fort de dire d'action sur sa propre existence? Est-ce qu'on peut dire ça? Mais je pense que c'est l'essentiel du tarot. Les présupposés, disons, anthropologiques du tarot, c'est qu'il n'y a aucune fatalité et que bien sûr nous pouvons subir des conséquences de nos actes passés, mais nous pouvons aussi dans notre présent créer des causes pour un futur meilleur. Donc, être le maître de son existence, un pas l'un après l'autre, et un pas quand il est fait, il est fait. Donc, c'est vraiment une méthode pour cheminer vers soi-même, mais ce n'est pas qu'une méthode, c'est aussi une démarche. Ça demande un certain nombre d'éléments de base, ça demande d'être ouvert au langage symbolique, ça demande d'être intéressé au travail de connaissance de soi. Voilà, ce sont les 2 prérequis. On ne demande pas de sortir de Bac plus 18, option métaphysique, accessoire boule de cristal. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de se demander est-ce que la métaphore est un chemin vers une meilleure compréhension de soi-même et est-ce que ça a de l'intérêt d'apprendre à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Parce que mieux se connaître, c'est aussi, ce n'est pas que, mais c'est aussi mieux se comprendre. Et mieux se comprendre, c'est mieux comprendre pourquoi on a été l'artisan d'un échec, d'une souffrance, d'un conflit, etc. Mais justement, vous parlez par rapport à la connaissance de soi, il n'y a pas que la connaissance de soi pour mieux se construire dans le futur, il y a aussi, pour pouvoir se construire au présent et prévoir l'avenir, entre guillemets, le construire, se construire soi-même, c'est prendre connaissance aussi de son passé. Donc vous pensez aussi des erreurs, on va dire en langage populaire, des casseroles transgénérationnelles. C'est ça. Et à ce moment, est-ce qu'il y a moyen de réparer pour avoir un meilleur futur?
Dans un référentiel de naissance, vous avez une maison. Alors pour les initiés, c'est la maison 11. C'est la maison de l'héritage. Mais ce n'est pas tout, parce que chaque maison a plusieurs significations. C'est à la fois la maison de l'héritage, mais c'est aussi la maison des mémoires transgénérationnelles, conscientes ou non conscientes, mais qui deviennent conscientes par le travail que l'on fait sur la symbolique de l'arcane. C'est aussi la maison donc, de ce qui est transmis par les générations passées, par la génération passée, mais ça peut parfois être des injonctions parentales assez violentes. C'est ce qu'on appelle le 11e commandement. On a une carte dans le tarot qui illustre très bien ce que vous suggérez là, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, on voit donc qu'il y a une roue et il y a une manivelle. Donc, plus des personnages. On a un sphinx en haut de l'image qui est vraiment l'allégorie de la connaissance de soi, hein, puisque le sphinx, quand on le rencontre, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des sphinx, on ne rencontre pas souvent, c'est vrai, mais on le rencontre dans les mythes, dans les contes, en Égypte, enfin bon. À chaque fois, c'est la même chose, le sphinx, il nous demande « Qui es-tu, toi que voilà ?» C'est vraiment le symbole de la connaissance de soi. La roue, c'est toutes les vieilles machines. Vous parlez des casseroles, c'est tous les vieux rouages, les mécanismes, les automatismes, les conditionnements transgénérationnels, archaïques, les vieux réflexes ancestraux, karmiques ou autres, qui font que, eh bien, à un moment donné, on n'agit plus de soi-même, mais on réagit. Et si on réagit, on n'agit pas. Donc déjà, identifier ce qu'on reproduit de notre culture, de notre éducation, de notre religion, de tous les systèmes. Donc ça, c'est un peu la roue de fortune. C'est travailler sur les conditionnements transgénérationnels. Là, vous parlez plutôt d'héritage. On est dans d'héritage. Tout à fait. D'héritage. Pas forcément d'hérédité. Hein. D'héritage, c'est-à-dire, bon, hérédité, c'est plutôt biologique, héritage plutôt culturel. Donc, cet héritage-là. L'identifier, diagnostic, identification, prise de conscience. Et alors, à ce moment-là, on peut faire intervenir la manivelle. La manivelle, en latin, ça veut dire la main qui veut, mani velo. C'est l'action de l'homme sur son propre destin. C'est l'anti-tragédie, le référentiel de l'essence. Hein. Dans la tragédie, on sait que, comme le disait Jean Cocteau, le ressort est bandé. Quand il commence à se débander, plus rien ne pourra l'arrêter. Hein. Donc, on n'est pas dans la tragédie, dans le sens où on a accès à la maîtrise de son chemin, ou tout au moins, si on n'a pas accès à la maîtrise, on a toujours la possibilité de changer notre regard sur ce qui nous arrive, même si, bien évidemment, on ne va pas peut-être changer tout ce qui nous arrive. Et à côté de ça, il n'y a pas que ce qui nous arrive, parce que les gens souvent qui consultent le tarot, vous savez, c'est « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ce à quoi j'ai toujours envie de leur répondre « qu'est-ce que vous pouvez, vous, faire arriver, faire advenir ?» Et c'est un petit peu ça la fonction de la manivelle. Donc cette carte, elle répond bien à votre questionnement, à votre interrogation sur est-ce que nous pouvons agir sur notre propre existence ? La réponse est oui. Et je pense que oui. Et enfin, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Non seulement je pense que oui, mais je me bats pour ça, quoi, hein, pour cette forme plutôt existentialiste hein, de la pensée philosophique. Hein. Donc agir plutôt que de subir. Agir plutôt que de subir, agir plutôt que de réagir, et puis agir en conscience, quoi, bien sûr, en tenant compte des acquis. En sachant pourquoi. En sachant pourquoi et pour qui. Et pour qui, parce que bon, le tarot, c'est aussi une histoire d'amour. Il me semble que le référentiel de naissance est une nécessité pour ne pas léguer de mauvaises choses à ses enfants, puisque le référentiel de naissance permet de voir, on parlait tout à l'heure de casserole transgénérationnelle, c'est moi qui utilise ce terme, mais cet héritage, pour reprendre les vôtres de termes, et pour éviter donc justement d'alourdir cet héritage, le référentiel de naissance permet non seulement de réparer les choses pour soi, mais aussi on allège la partie négative de l'héritage pour nos enfants. C'est transgénérationnel, mais pour le futur cette fois. Bien sûr. C'est vrai. D'où je viens et qu'est-ce qui m'est transmis comme injonction parentale première. Ensuite, vous avez la maison du testament, la maison 12. Alors là, c'est un petit peu le contraire. C'est qu'est-ce que je peux transmettre à mon tour ? Qu'est-ce que je peux transmettre à mon tour comme valeur, comme de ce que j'ai
transformé dans mon existence, de ce que j'ai acquis comme valeur spirituelle ou comme expérience, même si l'expérience, on le sait, ne se transmet pas, parce que chaque génération doit faire ses propres expériences. C'est un petit peu ce que je dis quand je dis qu'on pose dans le présent des causes pour le futur. On n'est pas juste à vivre dans notre présent les causes du passé. Et l'héritage, clarifier l'héritage, c'est aussi régler les dettes. Parce que si vous ne réglez pas les dettes, vous n'aurez pas l'héritage. Il faut bien que quelqu'un, une génération en particulier, paye les dettes, autant que ce soit fait le plus tôt possible. Dans le référentiel de naissance, vous avez deux pôles, c'est le pôle sud et le pôle nord du référentiel. Le pôle sud, c'est le pôle de l'héritage, et le pôle nord, c'est le pôle du testament. Et donc, il y a tout un processus qui se fait d'arcane en arcane. Les arcanes, ce sont donc les images du tarot, les symboles présents dans le tarot. Donc, il y a tout un processus qui se fait, évolutif, pour arriver à liquider les dettes liées à l'héritage, pouvoir ensuite investir cet héritage pour quelque chose de créatif, de productif. Et puis, bon, c'est la parabole des 3 talents, je crois, et pour ensuite lui donner de la valeur et le transmettre aux générations futures. C'est ce qu'on appelle la maison 12 dans le référentiel, ou le pôle Nord. Et là, c'est une des maisons les plus difficiles à atteindre, parce que il y a tellement de barrages dans une vie, tellement d'épreuves qu'on a du mal à traverser, d'échecs qu'on a du mal à transformer en expérience, qu'on transmet des choses matérielles et on oublie le testament spirituel, le testament philosophique que chacun d'entre nous devrait d'ailleurs écrire. Hein. Je dis toujours, écrivez votre testament, c'est la première chose qu'on devrait faire. Pas forcément le testament matériel, ça, la loi s'occupe de ça, hein. Les maisons, les comptes en banque, c'est prévu par la loi. Mais testament spirituel, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme message. J'ai l'impression dans vos propos que vous parlez presque, ce serait aussi un devoir de le faire. Oui, un devoir. En tout cas, c'est un très bon exercice psychothérapeutique que d'écrire son testament. Hein. Ça fait traverser pas mal de peurs, ça fait réfléchir sur la mort. Comme je le dis souvent, en parler, ça ne fait pas mourir. Hein. C'est clair. Mais c'est un sacré exercice de développement personnel. Concrètement, on parle de référentiel de naissance, mais sous l'angle de la famille. Donc on parle bien de réparer les problèmes transgénérationnels, mais est-ce qu'un référentiel de famille, est-ce que, on va dire basiquement, ça peut se faire en famille? Alors osons. Qu'est-ce qu'on peut... Partager un référentiel de famille avec les membres de la famille. Ça se fait? Oui, c'est on a déjà dans la thérapie, ça existe, hein, c'est ce qu'on appelle les thérapies systémiques, où on est plusieurs à participer à la séance, parce que ça concerne chacun. C'est pas une personne qui est malade et tous les autres qui seront... Là, c'est un peu laver son linge sale en famille, là. Hein. Ou bien, peut-être... oui, enfin, en tout cas... Comme le dit Louis Chédid, hein, dire qu'on s'aime. Tout simplement. Tout simplement. C'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup de familles ne le font pas, malheureusement. En tout cas, c'est une occasion de le faire. C'est un exercice qui... alors, on le fait, par exemple, dans les entreprises. Dans certaines entreprises ou des associations où il y a des conflits à l'intérieur, des choses qui n'arrivent pas à se gérer, on monte le référentiel de l'association ou de l'entreprise et on demande aux personnes de participer, s'ils le souhaitent, s'ils sont sincèrement animés par le désir de guérir les conflits ou d'améliorer les problèmes. Et il y a de beaux échanges parce qu'on va chacun s'exprimer sur une carte, sur un symbole, et on va chacun donner son point de vue sur le symbole en écoutant le point de vue de l'autre. Donc ça devient un biais de communication, mais on passe par le biais du symbole qui est toujours unificateur. Parce que le symbole, il a une fonction unificatrice par nature. Voilà. Le symbole, vous savez, au début, à l'origine, un symbole, c'est un objet coupé en deux, dont chaque partie a conservé la mémoire du temps où il était uni. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le mot symbole en grec, ça veut dire ça, synbalein, réunir. Donc ça devient à ce moment-là un très bon support de conciliation. On travaille beaucoup, par exemple, les référentiels de couple. Hein, moi, j'ai de plus en plus d'avocats qui me demandent de travailler le référentiel de couple en conciliation lorsque vous avez des couples qui sont en train de divorcer et qui ont quand même encore une once d'espoir de pouvoir guérir le conflit. De pouvoir rabiboter, rallumer la flamme, si elle existe encore. D'ailleurs, dans votre conférence,
vous parlez justement que le tarot est un moyen, on va dire, un facilitateur de dialogue. On est là. C'est exactement ça. C'est un facilitateur de dialogue. C'est un lieu de parole. Pour moi, le référentiel, c'est un forum où on peut s'exprimer. Et c'est parce que c'est aussi la possibilité de nommer ce que l'on ressent. Donc le référentiel de naissance est une méthode, plus qu'une méthode, une démarche de connaissance de soi. Donc c'est vraiment un outil philosophique qui permet d'instaurer entre celui qui le pratique et celui qui le consulte, permet d'instaurer un dialogue, et un dialogue fécond. Et connaissance de soi et connaissance des autres, bien évidemment, ce qui peut être un bon support pour l'accompagnement, la thérapie, la pédagogie, le coaching, et dans la thérapie notamment l'art-thérapie. Outil de résolution de conflits, bien sûr, conflit avec autrui, conflit avec soi-même. Nous ne sommes pas ignorants que les deux sont profondément liés. Et ça, c'est très, très important dans le référentiel, de nommer ce que l'on ressent, parce qu'on peut ressentir beaucoup de choses, de douleur, de joie, de souffrance, d'inquiétude, etc. Mais lui donner un nom, dire, c'est un défi. Dire, c'est un passage obligé. Dire, c'est un héritage. Vous voyez, le fait de nommer l'émotion, déjà, lui donne, je ne sais pas moi, 50% de pacification. En plus, dans le référentiel de naissance, vous parliez qu'une même arcane peut être présente plusieurs fois dans le référentiel. Moi, je connais quelqu'un qui a à la fois l'ermite en maison 11, la maison de l'héritage, et l'ermite en maison 12, la maison du testament. 2 fois le même arcane dans son thème, dans des positions totalement opposées. C'est Martin Luther King. Ermite en maison 11, d'où je viens, mémoire, héritage, l'exil et la solitude d'un peuple exilé. Mais en même temps, quand je regarde maintenant l'image en maison 12, le testament, qu'est-ce que j'apporte ? Eh bien, je retrouve dans l'ermite ce que Jung aurait pu appeler l'archétype du vieil homme sage. Sagesse, recherche, enseignement, enfin, tout ce qu'on peut trouver comme sublimation de cet arcane. Vous voyez, un même arcane, selon qu'il ait vécu dans une maison ou dans une autre, ne veut absolument pas dire la même chose. Ça, ce sont les faits du calcul qui font que on aura plusieurs fois le même arcane dans le référentiel. Après, le fait du sens, c'est que il peut y avoir plusieurs fois le même arcane, ça ne veut pas dire qu'il va être compris et analysé au même niveau. Il peut être analysé à tellement de niveaux différents, et selon donc sa position déjà, et puis selon le ressenti de la personne. Et selon la personne, donc son vécu aussi. Et selon son vécu, c'est le plus important. Parce que, comme je dis, ce qui est important, c'est comme quand tu joues aux cartes. Ce qui est important, c'est pas les cartes que tu as en main, c'est comment tu les joues. Comment tu te sers de ton potentiel, et est-ce que tu es conscient surtout de ce potentiel ? Comment on abat les cartes ? Plus que, je crois qu'il y avait une allégorie là-dessus, c'est le destin et les cartes qu'on a en main, et la destinée, c'est comment on les abat sur la table. Oui, c'est une bonne métaphore, tout à fait. Un volet qui m'intéresse beaucoup, vous dites clairement, le tarot ne répond pas aux questions. Mais alors, est-ce qu'il vous interroge sur vous-même, sur son... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne répond pas aux questions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il pose des questions. Le tarot ne prédit pas l'avenir, mais il aide à le construire, et cela me paraît être une fonction, en tout cas, beaucoup plus intéressante. Et le troisième point, c'est que le tarot ne répond pas aux questions qu'on lui pose pour une raison très simple, c'est que le tarot est philosophe, le tarot est sage, le tarot est un maître. Et les philosophes, les sages et les maîtres ne répondent pas aux questions qu'on leur pose, mais mettent des questions là où on croit avoir des réponses. Le tarot est un ensemble de symboles qui conduisent vers le questionnement. Et dans le mot questionnement, vous retrouverez la quest, donc la quête. Mais comme un maître, il ne répond pas aux questions. Un maître, il te questionne.
Un thérapeute, il ne répond pas aux questions. Un thérapeute, il questionne. Un journaliste, il ne répond pas aux questions. Un journaliste, il questionne. Et le tarot, il a une dimension journalistique, c'est-à-dire d'investigation de soi. Oui. Et comme je dis d'ailleurs, mes futurs praticiens référentiels, ceux qui sont en formation, c'est que vous devez être un excellent journaliste. Vous devez aider la personne qui vient vous consulter à faire sortir d'elle tout ce qu'elle porte comme richesse qu'elle ignore. C'est ce que vous êtes en train de faire. Merci. Ça fait de moi un bon journaliste. Ça y est, je n'avais pas de doute là-dessus. À un moment donné, dans la conférence, vous faites la différence entre... Vous parlez de l'arcane de la force. On parle là-dessus. Et sur cet arcane, elle m'a intéressé plus que les autres, puisque vous parlez notamment de la violence, et que la violence, faire passer les choses par la force, n'est pas forcément une bonne chose. La violence, c'est quand il n'y a pas la force. Souvent, on a associé cette image, j'en ai lu des bouquins sur le tarot, associé cet arcane à la force, vous savez, passer en force. Non, c'est pas passer en force, c'est passer avec la force. Et aucun mur ne résiste quand on passe avec la force. Mais si la force disparaît, eh bien alors c'est le côté obscur de la force qui prend le relais. 16 décembre, je crois. Donc, que la force soit avec nous. Comment on peut délier, parce que souvent il y a cette confusion entre violence qui utilise la force et la force elle-même, qui n'est pas la même chose. Comment on peut aider les personnes à justement simplifier cela et surtout reconnaître? La force du tarot, elle renvoie à la force intérieure. C'est-à-dire la capacité à être en lien avec soi-même, pas se laisser déstabiliser par les événements extérieurs. Et quand on est déstabilisé par les événements extérieurs, le reconnaître honnêtement et se demander pourquoi. Qu'est-ce que ça perturbe en nous? Et puis à chaque fois l'améliorer, à chaque fois l'affiner. C'est quoi la violence? La violence, c'est quand on n'est plus relié. C'est quand on n'a plus cette connexion avec soi-même et que alors on explose. Alors, la violence serait synonyme du contraire de la force, une faiblesse, quelque part? Pour moi, oui. Pour moi, la violence, c'est l'absence de force. Ah, c'est grave. L'absence de force. L'absence de force. Regardez, par exemple, lorsque la force du lien ne fonctionne plus, eh bien, vous voyez les tanks et les chars qui rentrent dans les rues de Prague. Donc on est obligé à ce moment-là d'utiliser la violence. Paris 2005. Vous voyez, lorsque la force du lien se dissout, eh bien à ce moment-là, c'est la violence qui prend le relais. Et quelle est la solution? C'est de toujours essayer de revenir au lien, soit au lien dans le groupe, soit au lien dans la personne. Je pense que les arts martiaux sont tout à fait une très bonne illustration. D'ailleurs, ça c'est l'arcane des arts martiaux, une très bonne illustration de cette idée. Les plus grands, Bruce Lee, etc. Vous savez, Bruce Lee est un très grand philosophe. Sont des personnes qui ont su méditer sur la violence et lui donner une dimension, en analyser toute la dimension. Parce que, à travers justement le centrage et la force. Parce que le problème de la violence, c'est qu'une fois qu'elle est enclenchée, pour l'arrêter... Elle fait boule de neige, donc c'est compliqué. C'est-à-dire, elle fait boule de neige et puis elle est symétrique. Elle est symétrique parce que la violence engendre la violence à travers le chemin de la vengeance. Et la vengeance est interminable. Interminable, ça veut dire entreminable, et puis ça veut dire aussi que ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est une haine constante. Et c'est une haine, on ne sait plus pourquoi on se hait.
Mais on continue par principe. Mais on continue parce que nos parents se détestaient, donc nous on se déteste. Oui, un peu comme les Coréens et les Japonais. Voilà, comme les Coréens et les Japonais, comme c'est la vendetta. C'est un grand philosophe français qui vient de nous quitter, qui s'appelle René Girard, qui a très bien analysé cette situation dans La violence et le sacré, où il montre bien que la seule manière pour que la violence s'arrête lorsqu'il y a conflit entre deux villages, entre deux pays, c'est que les deux villages se mettent d'accord pour trouver un bouc émissaire responsable de la violence, mais surtout qu'il ne soit pas responsable. Pour qu'il soit responsable, il faut qu'il ne soit pas responsable. Donc il faut se dédouaner. Il faut se dédouaner sur quelqu'un que personne ne vengera. Ah, et oui, c'est vicieux. Parce que le problème de la vengeance, le problème de la violence, c'est la vengeance. Donc il faut trouver quelqu'un dont personne ne se vengera. D'où, dans la tradition, vous avez, ce sont les boucs émissaires, les clochards, parce qu'ils n'ont pas de famille, les SDF. C'était même, à l'époque antique, c'était les jeunes filles vierges. Pourquoi ? Parce qu'elles n'appartiennent plus à leurs parents et elles n'appartiennent pas encore au clan de leur famille. Donc elles sont dans une sorte de no man's land où on peut les sacrifier, personne ne les vengera. Donc c'est un moment où on peut imaginer qu'on va tous d'accord dans le lynchage, on va tous se jeter sur le même responsable, c'est la faute A. Hein, on en a eu, les boucs émissaires, toutes les époques de l'histoire nous ont trouvé des bons boucs émissaires. Hein. Chacun entendra à sa porte ce que je suis en train de dire. Et à ce moment-là, si on est tous d'accord pour trouver le même bouc émissaire, eh ben, nous, au moins, entre nous, on fait la paix. Et si personne ne vient venger le bouc émissaire, eh bien, voilà comment on restaure la paix. La fin justifie les moyens. Il faut absolument abreuver cette soif de vengeance sur quelqu'un, quitte à ce que ce soit un martyr qui n'a rien demandé. Il faut que ce soit un être sacrificiable. C'est-à-dire quelqu'un qui n'appartient à personne, qui soit hors caste. Soit un handicapé, par exemple, abandonné. C'est terrible ce que vous dites. On s'attaque vraiment à plus faible que soi, finalement. Voilà. Alors aujourd'hui, ça c'est dans l'époque antique, c'est la thèse de René Girard. Aujourd'hui, on a des tribunaux. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Mais même dans les tribunaux, vous savez, les juges sont triés sur le volet. Et si jamais un des juges a un lien avec un des prévenus, eh bien, il sera, comme on dit... évincé, remplacé. Oui, révoqué, je ne sais plus comment on dit. Toujours cette idée, mais c'est une vieille mémoire qui est là, c'est attention, le lien et la vengeance. Donc trouver un tribunal qui soit capable de porter un jugement, mais qui ne soit pas inclus dans l'histoire. Mais dans l'époque antique, ça n'existait pas. Donc comment faire ? C'était de la vengeance infinie, quoi. C'était un système du moment. Pour finir sur une note un peu plus légère, vous parlez de la construction de la famille. Vous parliez tout à l'heure de la racine de la filia, la filiation, on voit la racine en fait du mot. On le devine en tout cas, ça évoque, c'est évocateur. Et puis vous parlez des constructions à diverses sphères. Ça a commencé par les villages, puis les nations. On apprend notamment dans votre conférence que les nations n'ont pas toujours existé à la base. L'alliance sacrée, devant l'ennemi commun, les familles se sont réunies et ont formé des clans, des tribus. Puis les tribus se sont opposées, non ? sont entrées en conflit. Alors les tribus, à un moment donné, face à l'ennemi commun, on a toujours un ennemi commun qui traîne quelque part, vous inquiétez pas, on n'en manque pas. On appelle ça le bouc émissaire. Face à un ennemi commun, eh bien, les tribus se sont réunies et ont constitué des villages. Et les villages aussi se sont mis à se battre. Et au-delà des conflits entre les villages, sont nées les cités. Un ensemble de villages. Ce qui m'a, moi, personnellement interpellé, c'est à un moment donné, vous pensez au futur même de l'humanité, où à un moment donné, on ira conquérir d'autres planètes, et qu'il y aura cette fois des guerres de planètes. Ce seront aussi des familles planétaires, tout simplement. Non, la Société des Nations, c'est la vision que le philosophe a eue d'un moment où toutes les fédérations pourront se réunir ensemble
et constituer peut-être une sorte de conscience planétaire. On va y arriver. Mais lorsqu'on va y arriver, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir d'autres affaires qui vont nous interpeller. Il va y avoir effectivement les conflits entre les planètes. Bien sûr, lorsqu'on n'aura plus à se battre entre nous. Donc nous nous battrons avec les planètes, mais au-delà de ces combats, naîtront les fédérations de planètes. Et quand les fédérations de planètes se battront entre elles, nous déboucherons probablement sur des galaxies, jusqu'à ce que l'Empire contre-attaque. Alors, il y aura des fédérations de galaxies, et ainsi de suite. Vous voyez, l'histoire a commencé très simplement, d'une petite famille composée de 3 personnes, et se terminera par l'Empire des galaxies impériales. Est-ce que vous pensez vraiment, alors vous êtes très très optimiste finalement, vous pensez que l'humanité sera encore là? Franchement, honnêtement. Ça, j'en sais rien. Il y aura une autre forme d'humanité, peut-être rien, je ne sais pas. Vous savez, moi j'étais un grand lecteur de science-fiction pendant fond de... Mais bon, après tout, je suis un raisonnement un petit peu logique. Voilà comment ça s'est passé. Je ne vois pas pourquoi ça va s'arrêter. Ça se passe comme ça depuis toujours, c'est-à-dire... C'est une extension. On se construit un noyau, les noyaux se rentrent en conflit l'un avec l'autre, puis ensuite ils s'associent, ils s'allient pour se mettre en conflit contre un noyau plus gros, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ben, quand nous aurons atteint cette fameuse société des nations dont nous parlait Kant, eh bien, il faudra bien trouver un bouc émissaire. Et le moment sera venu pour rencontrer les extraterrestres. C'est qu'une question de temps. En toute logique. Encore quoi, quelques centaines d'années. On s'en approche. Et donc, vous savez, moi, je dis ça à moitié en plaisantant, puis à moitié assez convaincu, parce que moi, j'étais un grand lecteur de science-fiction, et puis j'ai fait des études de sociologie. J'ai lu tous les sociologues, grands philosophes. Dans les années 60, on lisait Alvin Toffler, qui écrivait Le choc du futur, qui prédisait ce qu'on appelait les futurologues, ceux qui prévoyaient comment la société allait évoluer. On est en 1960 et on prévoit la société des années 80, 90, disons, allez, les années 90, mais quoi, 30 ans? Non, même pas. Personne n'a vu le téléphone portable. Non. Personne n'a vu venir l'Internet. Personne n'a vu venir mais les auteurs de science-fiction des années 30, des années 40, Isaac Asimov, Philippe K. Dick. C'était des visionnaires, oui. C'était des visionnaires. Ils ont vu ça très bien. Donc, moi, je dis souvent, écoutons un peu plus les visionnaires, les poètes. René Char qui disait, à chaque effondrement de preuves, le poète répond par une salve d'espérance. Bien, merci beaucoup, Georges Colloy. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, plaisir.